Chris et moi faisions des quarts de nuit depuis assez longtemps pour avoir notre rythme, mais cette nuit semblait bizarre dès le début. La première fois que la berline noire est apparue, l'horloge indiquait 12 heures. Je l'ai vue faire le tour du parking lentement, puis disparaître, laissant poussière et angoisse derrière elle. Elle est revenue à 1h10, puis encore à 1h45, répétant le même circuit lent. J'ai essayé de voir à l'intérieur, mais les vitres étaient trop teintées. Quand j'en ai parlé à Chris, il a haussé les épaules et dit « Ils sont peut-être perdus. C'est une autoroute, Maya. » On s'est remis au travail, mais je ne pouvais pas me défaire de ce malaise que quelque chose allait arriver, et c'est arrivé vers 2 heures du matin. J'étais en train de frotter le comptoir quand j'ai entendu claquer des portières. J'ai levé les yeux pour voir 2 types en sweat à capuche noire qui s'approchaient. Quelque chose dans leur façon de bouger m'a serré le cœur. Avant que je puisse alerter Chris, ils ont défoncé la porte d'un coup de pied. « Fais un bruit et ce sera ton dernier », a crié l'un d'eux en sortant son arme de sous son sweat. Il tenait un pied de biche, comme s'il savait s'en servir. Son complice a sorti un couteau de chasse. « La caisse, maintenant !» a-t-il crié, me faisant sursauter. J'ai essayé d'ouvrir la caisse, mais mes mains tremblaient trop. Chris est sorti de la cuisine et a blêmi instantanément. « Doucement !» a-t-il dit, les mains en l'air. « Prenez ce que vous voulez. » Le type au couteau a sauté le comptoir et m'a poussé. J'ai trébuché au pied de Chris pendant que le voleur prenait l'argent, grognant de déception. « 343 $. Où est le reste ?» a-t-il exigé, scrutant partout. « Parle ou je commence à trancher. C'est tout ce qu'on a. » « S'il vous plaît, on ne... » J'ai bégayé. Il m'a répondu par une gifle si violente que mon oreille a sonné. « Mens encore et tu verras » a-t-il sifflé. Chris a voulu intervenir, mais l'homme au pied de biche l'en a empêché. Le coup a frappé ses côtes, le faisant tomber à genoux. Avant qu'il puisse se relever, les voleurs nous ont poussés tous deux vers l'arrière-boutique. Ils continuaient d'exiger de l'argent, hurlant des obscénités entre les coups. Alors qu'il ne trouvait toujours rien, le gars avec le couteau a craqué. Mais avant qu'il puisse m'atteindre, Chris m'a tiré et poussé dans le congélateur. Il a claqué la porte avant que je puisse réagir. « Chris !» Je me suis jeté contre la porte, mais elle ne bougeait pas. À travers la petite fenêtre d'acier, j'ai vu tout s'effondrer. Chris saignait déjà des côtes, mais il s'est placé entre les voleurs et le congélateur en leur criant de reculer, de nous laisser tranquilles. Ils n'ont pas écouté. Le type au pied de biche l'a frappé au visage, faisant exploser son nez. Pourtant, il n'a pas lâché prise. Je ne me souviens pas de m'être jamais senti aussi impuissant et effrayé. Quand ils ont finalement frappé Chris assez fort à la tempe, ses mains ont lâché et j'ai gelé. J'ai regardé avec horreur le type au couteau se libérer et se diriger vers le congélateur. Chris s'est propulsé du sol et l'a plaqué juste devant ma fenêtre. Il était au-dessus, essayant de maîtriser le type, du sang partout sur son visage et dégoulinant sur l'homme sous lui. C'est là que le gars à la barre de fer l'a abattu sur l'arrière du crâne de Chris. Mon meilleur ami est devenu inerte. Le type au couteau l'a repoussé, l'a laissé rouler sur le dos avant d'enfoncer la lame dans son ventre. Le hurlement a déchiré la pièce. C'était un cri mouillé, brisé et plein de douleur. Le type a retiré le couteau et l'a poignardé à nouveau. Le corps de Chris a tressailli et il a émis un bruit d'étouffement. La 3e fois que la lame est entrée, Chris n'a fait aucun bruit. Sa main s'est juste levée, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose. Le sang se répandait sur le sol si vite que je n'arrivais pas à réaliser. Les 2 types ont compris ce qu'ils avaient fait et se sont enfuis, paniqués. Chris était allongé sur le dos. Ses bras étaient écartés et il y avait 3 trous dans son torse. Le sang jaillissait à chaque battement de cœur. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais seul du sang en sortait. Il essayait de respirer mais n'arrivait pas à prendre d'air. Il tourna la tête vers le congélateur. Ses mains glissaient sur le sol, laissant une traînée de sang derrière elle. Il pressa sa paume contre la porte, juste à l'endroit où était la mienne de l'autre côté. 6 pouces d'acier nous séparaient et je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai vu ses lèvres bouger. Je ne l'entendais pas à travers la porte, mais je savais qu'il disait « en sécurité ».
Puis, ses mains ont commencé à glisser lentement. Ça laissait une longue traînée rouge sur la porte blanche. Ses yeux restaient ouverts, toujours dans ma direction, mais il ne voyait plus rien. Ce dont je me souviens le plus, c'est le froid qui s'infiltrait dans mes os et y restait. Comment j'ai hurlé jusqu'à perdre complètement ma voix. Comment le sang de Chris semblait presque noir sous les lumières vives, au lieu d'être rouge comme il aurait dû. Je ne sais plus qui nous a trouvés ou appelé la police, mais je me rappelle avoir supplié les ambulanciers de sauver mon ami. Ils ont essayé pendant 18 minutes, mais 3 coups de couteau et une hémorragie interne massive étaient irréversibles. Finalement, Chris a perdu la bataille. La police a attrapé ces voyous 6 heures plus tard dans un motel à 2 villes de là. Ils avaient encore le couteau et 347 $ en liquide. C'était le prix de la vie de mon meilleur ami. Ça fait 9 mois et je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Je ne pense pas que j'y arriverai un jour. Parfois, tard la nuit, je ressens encore ce froid glacial. Je vois les mains de Chris glisser sur la porte, laissant cette traînée rouge derrière. La tempête a frappé vers minuit, faisant vaciller l'enseigne McDonald's et trembler les fenêtres. Je travaillais au drive, ce qui signifiait porter ce stupide casque et prétendre être joyeux. Les services de nuit n'étaient pas si calmes d'habitude, mais la tempête avait fait fuir tout le monde. J'essuyais le distributeur de boissons quand le casque a bipé. « Bienvenue chez McDonald's. Que puis-je vous servir ?» Des grésillements ont traversé la ligne avant qu'une voix masculine ne se fasse entendre, comme si quelqu'un appelait du fond d'une piscine. « Frites moyennes, milkshake vanille. » D'accord, avancez à la première fenêtre. J'ai regardé l'écran de la caméra, mais je ne voyais ni voiture ni phare. Il n'y avait que le parking vide et le haut-parleur martelé par la pluie battante. Monsieur, vous êtes toujours là ? J'ai attendu environ 30 secondes, puis j'ai rappuyé sur le bouton. Monsieur, si vous avez un problème avec votre voiture, le casque a bipé. Frites moyennes, milkshake vanille, répéta-t-il. J'ai vérifié la caméra à nouveau, mais je ne le voyais toujours pas. Sarah, j'ai appelé ma responsable. La caméra du drive ne marche pas bien. Quelqu'un commande, mais je ne vois personne. Sarah s'est approchée et a plissé les yeux vers l'écran, probablement à cause de l'orage. Va voir ce qui se passe. J'ai attrapé un parapluie et j'ai poussé la porte latérale. La pluie m'a trempé instantanément. Dehors, le parking était vide, à l'exception de nos 2 voitures. Je me suis dirigé vers la voie du drive. Soudain, j'ai repéré des traces de pneus. Elles semblaient fraîches, traversant les flaques et menant du haut-parleur vers le fond du parking. Mais elles ne tournaient pas vers la fenêtre de service comme elles auraient dû. Au lieu de ça, elles allaient tout droit derrière les poubelles jusqu'à la forêt, comme si la voiture avait foncé dans l'obscurité et disparu. J'ai hésité un instant, mais je n'ai pas pu ignorer ces traces. Je les ai suivies plus profondément dans les bois. Des phares scintillaient à travers les branches, à peine visibles dans la pluie et les arbres. Une berline argentée était enroulée autour d'un énorme tronc d'arbre. Tout l'avant s'était écrasé comme une boîte de conserve. De la vapeur s'élevait du moteur détruit et le pare-brise était couvert de fissures en toile d'araignée. J'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante et allumé la lampe torche. Le conducteur était toujours sur son siège, affalé contre la portière, yeux fermés, en costume d'affaires complètement imbibé de sang. Tout le côté gauche de son crâne s'était enfoncé. Des fragments d'os saillaient à des angles qui me retournaient l'estomac, et je voyais sa matière cérébrale à travers ses cheveux ensanglantés. Il baignait dans une mare de son propre sang. Sa mâchoire pendait, à peine rattachée par des lambeaux de chair. « Mon Dieu !» ai-je murmuré en reculant. Mes mains tremblaient et j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Avant que je puisse appeler les secours, les phares se sont allumés, m'aveuglant comme si quelqu'un venait de les mettre en plein phare. Puis, une voix a sifflé directement dans mon oreille, si proche que j'ai senti un souffle froid sur ma nuque. « Tu as oublié ma commande. » J'ai fait volte-face, mais ne voyais personne derrière moi, seulement des arbres, la pluie et l'obscurité. Quand j'ai regardé la voiture à nouveau, l'homme mort était assis, droit, yeux grands ouverts, me fixant à travers le pare-brise brisé tandis que le sang coulait de son crâne fracassé. J'avais l'impression qu'il n'était ni mort ni vivant. J'ai couru à travers les bois, haletant de peur et de choc.
Je ne me suis arrêté qu'après avoir franchi la porte arrière du McDonald's et l'avoir claqué. J'ai tout raconté au manager. Sarah a passé l'appel pendant que je restais près de la porte verrouillée, scrutant l'obscurité. La police est arrivée environ 15 minutes plus tard avec des ambulanciers et un camion de pompiers. Je les ai guidés dans les bois, bien que tout en moi voulait rester à l'intérieur où il faisait clair et sûr. La voiture était exactement là où je l'avais laissée, toujours enroulée autour de cet arbre. Mais les phares étaient de nouveau faibles maintenant. Le klaxon s'était arrêté. Le chauffeur était affalé contre la porte, les yeux fermés. Exactement comme je l'avais trouvé la première fois. Un des ambulanciers a vérifié son pouls et a secoué la tête. Il est parti. Mort depuis au moins 4 heures, peut-être plus. 4 heures? Ma voix est sortie plus aiguë que je ne voulais. Mais je l'ai entendu. Il m'a parlé. Fiston, vu les dégâts et la température du corps, il a dû percuter cet arbre vers 20 heures ce soir. Le flic haussa les épaules. Mais les phares se sont allumés. Court-circuit dû à l'accident, a-t-il expliqué en contournant l'épave. Ça arrive parfois, la batterie a encore un peu de jus. Ça fait clignoter les lumières aléatoirement. J'ai insisté que je lui avais parlé, mais ils m'ont tous regardé comme si j'étais fou avant de reprendre leurs photos et mesures, puis ont chargé le corps sur une civière. Je les ai vus le glisser dans un sac mortuaire noir, et la dernière chose que j'ai vue fut son visage ravagé disparaissant derrière le plastique. Le flic est venu me dire que le type s'appelait Robert James, 42 ans, vendeur d'assurance de Seattle. Il conduisait quand l'orage a éclaté, a dû perdre le contrôle sur la route mouillée et a fini dans nos bois. Ils m'ont dit que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Personne n'avait entendu l'accident à cause du tonnerre. Personne ne savait qu'il était là jusqu'à ce que je le trouve. J'ai démissionné le lendemain. Je leur ai dit que je retournais étudier. Besoin de me concentrer sur les cours, n'importe quelle excuse qui ne me faisait pas passer pour un fou. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Parfois, tard la nuit, quand il pleut fort, j'entends cette voix dans ma tête. « Tu as oublié ma commande. » J'avais 17 ans ce novembre-là, travaillant le service de fermeture au McDonald's de la rue Granville à Vancouver. C'était un vendredi, presque 23h30, et la pluie tombait à verse. Ma collègue Aria passait la serpillière près des toilettes pendant que j'essuyais les tables, toutes deux fixant l'horloge. Encore 30 minutes et on pourrait fermer. C'est alors qu'un homme est entré. Au début, il ressemblait à un client ordinaire de fin de soirée, trempé de la tête aux pieds, peut-être un peu défoncé, vu sa façon de rester planté à l'entrée à me fixer. Ses vêtements, un sweat à capuche sombre et un jean délavé, étaient trempés et collaient à son corps. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est ce qu'il tenait dans sa main. C'était une poupée artisanale d'environ 30 cm, avec des yeux en boutons et des cheveux en laine brune attachés en queue de cheval désordonnée. Elle portait un mini-uniforme de McDonald's. « Je peux vous aider ?» J'ai réussi à esquisser un sourire crispé. Mes yeux ne cessaient de revenir vers ce jouet hideux. Il n'a pas répondu tout de suite, continuant juste à fixer avec ses yeux pâles et humides qui ne clignotaient pas. Puis, lentement, ses lèvres se sont courbées en un sourire qui m'a retourné l'estomac. « Tu es encore plus jolie en personne. » Sa façon de le dire ressemblait moins à un compliment qu'à la confirmation d'un fait déjà connu. Aria leva les yeux de sa serpillière. « Tu commandes quelque chose ou quoi ?» Il l'ignora complètement. « J'adore te regarder, Anna. » Il fit un pas en avant, l'eau clapotant dans ses chaussures. « Tu attaches toujours tes cheveux de la même façon. Tu nettoies toujours la table en commençant par la gauche. Tu es si simple et prévisible. C'est tellement mignon. » Mon cœur s'arrêta. Il connaissait mon nom et mes habitudes. Qui es-tu ? Les mots sortirent plus tremblants que je ne l'aurais voulu. Son sourire devint plus sauvage. Je t'ai apporté quelque chose. Il tendit la poupée et je la vis clairement maintenant. Les cheveux en laine étaient exactement de la même teinte et longueur que les miens. Les yeux en bouton étaient aussi noisettes que les miens. Autour de son cou, une petite étiquette en papier avec Anna écrit d'une écriture penchée. Je l'ai faite moi-même. Il rayonnait. Ça m'a pris 3 mois pour que les détails soient parfaits. Les taches de rousseur étaient la partie la plus difficile. Il a tourné le visage de la poupée vers moi et j'ai vu 3 petits points bruns cousus sur son nez en tissu. « Aria, va chercher Dave », ai-je dit d'une voix étranglée.
Aria ne bouge pas, n'est-ce pas? Il ricana en sortant le couteau de la poche de son sweat. La lame refléta la lumière fluorescente. Mon cœur s'est mis à battre la chamade quand je l'ai vu presser le couteau contre le ventre de la poupée. « Tu sais depuis combien de temps j'attends ce moment ?» Sa voix se brisa. « Toutes ces nuits à East Hastings, 3e étage, appartement du coin. Tu devrais mieux fermer ta fenêtre de chambre, ma belle !» Mes jambes ont failli céder. « Dave !» cria Aria, reculant vers la cuisine. « Il faut que tu comprennes, Anna !» La lame s'enfonça davantage dans le ventre en tissu de la poupée. « Tu m'appartiens. Dès la première fois que je t'ai vu il y a 6 mois, je l'ai su. Et si je ne peux pas t'avoir... » Il baissa les yeux vers la poupée et plongea le couteau. Le tissu s'est déchiré avec un bruit humide. Au lieu de rembourrage, la poupée était remplie d'éponges imbibées de sang, de viande crue et de tubes de gel rouge. Quand il a tiré le couteau vers le haut, tout s'est déversé. Un liquide épais et sombre avec des morceaux de tissu rouge a coulé sur ses mains avant d'éclabousser le carrelage blanc. L'odeur de fer et de pourriture m'a frappé immédiatement. J'avais envie de vomir. « Tu vois ?» dit-il en riant, serrant la poupée jusqu'à ce que le désordre à l'intérieur explose en morceaux. « Comme c'est facile !» Il l'a poignardé encore et encore. Chaque coup envoyait plus de rouge éclabousser le sol et ses vêtements. La viande mouillée à l'intérieur émettait 6 bruits de succion quand le couteau entrait et sortait. C'est ce qui arrive aux filles qui n'écoutent pas et ignorent quelqu'un qui les aime. J'ai regardé avec horreur quand il a saisi la tête de la poupée et l'a tordue jusqu'à ce qu'elle se détache. Plus de sang et de tissu se déversaient, coulant le long de ses bras. Il leva la tête coupée, ses yeux en bouton toujours fixes, et l'approcha de son visage. « Ma Anna !» murmura-t-il en l'embrassant. Dave a fait irruption par la porte de la cuisine avec Aria derrière lui. « Qu'est-ce que... » L'homme se retourna, couteau dans une main, tête de poupée dans l'autre, sirop rouge dégoulinant partout. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis, les sirènes ont commencé à hurler dehors, se rapprochant, et son visage s'est déformé. « Ils vont m'arracher à toi !» a-t-il lâché d'une voix étranglée, reculant vers la porte. « Mais ils ne peuvent pas me tenir éloigné !» Il serra la tête de poupée contre lui, tachant son sweat de rouge. La police est entrée au moment où il atteignait les portes. Il n'a pas résisté. Il est resté immobile sous la pluie. Pendant qu'il le menottait, il articula quelque chose. Je ne pouvais rien entendre dans ce chaos, mais j'aurais pu lire sur ses lèvres les yeux fermés. « Tu es à moi, Anna. Tu es à moi. » Les policiers m'ont révélé que cet homme me traquait depuis 1 mois. Il m'observait en secret pendant mes services, me suivait peut-être même chez moi la nuit. Il s'appelait Marcus Hendrick. Schizophrène, sans médicaments, sans famille. C'était il y a 10 mois. J'ai déménagé dans une autre ville, changé mon numéro et teint mes cheveux en blond. J'ai pris un simple boulot dans une librairie où je n'avais jamais à travailler le soir. Mais certaines nuits, je me réveille à 3 heures du matin, persuadé d'entendre une respiration à ma fenêtre, convaincu de voir quelqu'un dans l'ombre de l'autre côté de la rue. Le pire, c'est de savoir qu'il est toujours là-bas dans une cellule quelque part, comptant les jours, réfléchissant et planifiant. Parce que les distances, les murs et les barreaux ne font rien aux gens comme Marcus. Ils n'oublient pas et ils savent attendre au-delà de l'éternité.